Donc je rappelle tous les conférenciers de la matinée. Donc s'il vous plaît, revenez. Le professeur Benoît, le docteur Caicedo, docteur Trousselard, s'il vous plaît, revenez. Nous allons nous accorder quelques minutes de questions-réponses. Je pense que vous avez tous des questions. Ouais. Ouais. Alors, Monsieur Percival va se rapprocher. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Levez les mains. On n'a pas 25 questions possibles, mais je pense que vu tous les thèmes qui ont été abordés, qui sont percutants, de haut niveau scientifique, voire inquiétants, je pense que vous avez des questions. Oui, j'avais une question notamment concernant l'ADN non codant qui a un rôle perturbateur. Si potentiellement on avait pu constater qu'il y avait aussi un rôle régulateur du coup, puisque s'il empêche ou qu'il forme la formation de certaines protéines, est-ce que ça ne peut pas avoir un rôle régulateur sur d'autres cas? Excusez-moi, vous parlez des petits ARN non codants? Oui. Alors les petits ARN non codants, le rôle majeur qu'on leur connaît au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres, on ne les connaît simplement pas encore. Le rôle majeur qu'on leur connaît aujourd'hui, c'est cette interaction avec les ARN messagers codants pour la protéine et ce rôle d'inhibition. Donc quand ils sont augmentés, par exemple, quand on les mesure dans le sang et qu'ils sont augmentés, on sait qu'en face, la protéine correspondante n'existera pas. Et à l'inverse, quand ils sont supprimés et inhibés, on sait que la protéine va apparaître et va être augmentée. Donc on couple souvent leurs mesures avec le niveau de protéines fonctionnelles au niveau de la cellule. Voilà. Oui, c'est bon. Bonjour. Je suis là. Je voulais savoir, est-ce que et dans quelle mesure vous prenez en compte la culture ou l'origine culturelle des personnes? Ça, c'est ma première question. Dans quel cadre? ADN, sophrologie Avec les enfants. Avec les enfants. Voilà. Alors, ça marche? Oui. Évidemment, beaucoup parce que justement la question du lien entre l'enfant et le parent et l'interaction culturelle nous oblige en fait, et la population que l'on rencontre aussi, je parlais tout à l'heure des différents types de traumatismes que l'on a, et on a de plus en plus, on est dans la région niçoise, des mineurs qui sont non accompagnés aussi, qui ont vécu certains périples et qui se retrouvent en grande difficulté, et c'est évident que c'est un vrai défi de se tenir au courant à minima des différentes cultures, des différentes croyances, donc aussi des différentes religions. Et bien sûr que c'est complètement contre-productif d'essayer d'emmener dans certains domaines des parents s'ils ne sont pas du tout aptes à l'entendre. Donc oui, on essaye au maximum, et c'est vraiment, ça fait aussi partie de notre travail que de travailler de ce point de vue-là, et en considérant vraiment de manière la plus globale possible nos patients, nos familles, qui sont en fait dans une culture et qui sont sur une planète. Oui, une question de mademoiselle, oui. Oui, pour l'ARN non codant, est-ce que c'est ça que les chiens, entre autres, détectent pour les maladies ou pas du tout? Je sais, honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'on parle plus de phéromones pour les chiens, mais pas d'ARN non codant. Nous, on fait de la PCR, de la technique de base, biologie moléculaire. Oui. J'ai une question pour... je ne me souviens plus de votre nom, excusez-moi. Docteur... Pardon. C'est sur les troubles du stress post-traumatique chez les militaires. Voilà, oui, pardon. Je vous ai entendu dire, je me trompe peut-être, que le stress était plus fréquent chez les personnes avec un niveau social plus bas.
Mais je me demande si c'est pas simplement dû qu'aux États-Unis, c'est les gens qui sont très défavorisés finalement et en France aussi, parce que les statistiques étaient américaines, il me semble. Alors, les statistiques sont américaines, mais on retrouve la même chose dans la cohorte des attentats de Paris, par exemple. D'accord. Pour autant, c'est un lien épidémiologique qui n'explique pas la relation. Oui. Et est-ce que le fait d'être dans un milieu socio-économique défavorisé fait qu'on mange mal, qu'on est plus stressé, qu'on a plus de Myrna, de micro-ARN, on peut tout envisager, que les parents sont moins apaisants dans la relation. Donc en fait, c'est simplement un lien épidémiologique, mais derrière les mécanismes explicatifs sont probablement multiples. Des questions en haut. Bonjour. Bon, je pense que ma question va se poser pour tous. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de fesser nos enfants. Et donc, moi, je fesse pas les militaires. Pour moi, c'est logique. Mais pour certains parents, c'est pas logique. Ça démontre, il y a une émotion particulière qui est la colère, qui est donc un stress de l'adulte qui fait qu'il va lever la main. Donc je voulais savoir quel était votre point de vue sur justement les effets d'une fessée ou d'une correction sur l'enfant. Je pense. Madame Nachon, nous attendons votre réponse. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un point de vue. J'ai pas d'argument et je vais me réfugier derrière la science. Ça va être facile. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de littérature qui nous fait un lien entre fesser chez l'enfant et modification génétique, non génétique et modification, on va dire, biologique intense, durable. Parce qu'on parlait quand même de pathologie chronique tout à l'heure, et puis le trouble de stress post-traumatique en est une. Après, la question de comment chacun va accueillir un événement indésirable ou une souffrance, elle se pose pour chaque événement. Donc je ne sais pas si spécifiquement je vais pouvoir répondre à votre question. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, que quand dans une relation, quelqu'un excédé fait vivre et impose de la violence à quelqu'un d'autre, c'est pas terrible. Moi, j'aurais un autre élément de réponse. Tous les gens de 40, 50 et 60 ans ici ont pris des fessées. J'en fais partie. Nos enfants et les nouveau-nés en ont moins. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des séquelles très, très importantes chez nous. Oui, mais... Ah, peut-être pour moi alors, d'accord. C'est pas scientifique, c'est humain ce que je dis. Oui, bonjour. Une question qui parle. Une question qui concerne la médecine des armées. Vous avez dressé une série de typologies des profils psychologiques en passant par la classification de Cloninger, dont j'ai pas totalement compris si elle reprenait les types hippocratiques ou non. Et puis c'était très intéressant, vous avez montré aussi qu'on pouvait s'en référer à l'Ayurveda ou à la médecine chinoise. Je voulais juste savoir dans quelle mesure il y a une utilisation de ces typologies et si c'était pas celle-là directement qui était utilisée, s'il y en avait une autre pour dresser des profils de gens et peut-être du coup identifier des terrains, voir que certains vont réagir de telle façon ou de telle autre façon selon les problèmes rencontrés. Est-ce que ces profils psychologiques sont identifiés d'une façon ou d'une autre ou pas ? Alors au niveau de la sélection, en fait, en fonction des statuts et des métiers, les outils de sélection vont être différents, mais pour autant il y a un noyau commun, mais qui est plutôt ciblé sur des outils classiques, à la fois le Big Five, enfin la NEOPI, et puis des stratégies de coping et un entretien. Donc on n'est pas du tout sur des terrains, mais finalement des comportements qui rentrent pas dans la norme et qui
qui, sur des compétences qu'on pense utiles pour l'armée, sont évaluées pour des métiers pour lesquels, en fait, souvent, c'est une multiplicité de compétences que le militaire va devoir avoir. Donc, c'est aspécifique, on va dire. Après, nous, c'est vrai qu'on s'est posé cette question-là avec l'idée derrière de se dire qu'est-ce qu'on peut amener pour optimiser. On était toujours dans une idée non pas d'aller chercher de la vulnérabilité, mais d'aller chercher de quoi améliorer un fonctionnement dans un terrain tel qu'il était. Donc c'est pour ça qu'on a regardé les différentes approches. Alors l'approche de Cloninger, en fait, elle n'est pas du tout en lien avec Hippocrate, mais finalement c'est une des premières, on va dire, pour laquelle il y a des données scientifiques entre le moment où on a décrit ces terrains, où Hippocrate a décrit ces terrains. Alors peut-être qu'il y en a d'autres plus anciennes, mais elle est assez ancienne. Elle a l'intérêt de ne pas rentrer dans le conflit inné-acquis, mais elle prend part du principe qu'il y a des choses qui sont préexistantes et que dessus la culture, enfin la culture au sens large, va avoir des impacts. Donc finalement elle module un terrain, elle spécifie un peu plus un terrain, et puis il y a quelques données aussi qui sont en lien avec la manière dont la réponse du système nerveux autonome fonctionne en fonction justement de ces terrains décrits avec le profil de Cloninger, et également avec des réponses neurobiologiques. Donc il y a quelques données croisant finalement, on va dire, la manière dont on arrive au monde, la manière dont la confrontation à l'environnement nous construit à l'âge adulte, et la neurobiologie avec derrière des liens qui sont pas si nombreux que ça, mais pour autant il y a des études existantes. Et c'est vrai que notamment là où il y a le plus de chance, c'est dans la régulation du système nerveux sympathique et parasympathique, pour lequel on sait que le système nerveux parasympathique régule l'inflammation, et derrière est une vraie voie d'accès à une modification, à une régulation ou à un ajustement des réponses inflammatoires. Donc l'intérêt de ce modèle-là, il est par rapport à l'existant et finalement à ce qu'on peut en dire sur des mécanismes un peu génériques de réponse au stress. Par ailleurs, dans la partie, alors la médecine ayurvédique, on n'a pas travaillé avec. Pour autant, on a essayé justement chez des gens qui souffraient de stress chronique du tout venant, de la consultation générale classique, de regarder effectivement si la médecine traditionnelle chinoise pouvait nous apporter des outils plus pragmatiques, avec la langue, le pouls, etc., qui évitaient de remplir des questionnaires, sachant que le remplissage de questionnaires, il est là pour décrire des populations, et finalement, il est utile sur des groupes et pas sur des individus. Et c'était pour ça qu'en fait, on avait croisé les questionnaires avec une approche par un acupuncteur qui classifiait ces typologies. Mais c'est aussi acupuncteur dépendant, donc on a essayé de faire un questionnaire à partir de ces typologies. C'est en cours. Sachant qu'en plus, probablement quand les personnes viennent consulter, alors je ne suis pas du tout une spécialiste des médecines traditionnelles chinoises ni d'acupuncture, mais quand les patients viennent consulter pour stress chronique, la typologie ce qu'ils vont donner à voir sur le plan des symptômes recueillis par l'acupuncteur est finalement leur typologie de base modifiée par le stress chronique. Donc finalement, il faudrait aller plutôt chercher leur typologie originale non modifiée par ce que le stress chronique a généré depuis plusieurs mois, voire des années. Et du coup, on a fait des analyses en composantes pour essayer de regrouper des choses, et on l'a travaillé sur l'inclusion et pas sur la sortie de l'étude où les gens allaient mieux. Donc probablement qu'il faut revoir. Mais là, du coup, il faut que les gens se parlent avec les mêmes mots et on essaie de comprendre ce que chacun évalue, parce que finalement, on ne regarde pas les mêmes choses. Merci. On n'a plus de temps, il y a 2 questions. Une en haut, une en bas. Bonjour, moi j'aurais juste déjà 2 demandes. En fait, je voulais demander savoir si M. Benoît et M. Habib accepteraient de me consacrer 5 minutes, l'un pour me parler de sa plateforme et l'autre pour me parler de la cellule psychotrauma, puisque j'ai appris qu'en fait le projet de CNRR, donc de Centre National de Ressources et de Résilience, allait être finalement localisé à Lille. Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a dit qu'en fait elle allait quand même s'appuyer sur l'équipe, le binôme Marseille-Nice. Ma question, sinon, concerne Madame Trousselard. Je voulais lui demander, elle a parlé tout à l'heure du neurofeedback. Alors, je voulais savoir si finalement en France il y avait des études là-dessus, sur le neurofeedback dans le stress post-traumatique, parce que finalement un des grands leaders dans le domaine, c'est Bessel van der Kolk, le psychiatre, qui récemment justement a fait une conférence à l'hôpital Sainte-Anne en disant que la France était très en retard. Ça fait des années qu'il dit que justement le neurofeedback donne d'excellents résultats. C'est un matériel qui ne coûte pas très cher, et je voulais savoir donc s'il y avait des études en cours et si c'était envisagé notamment dans vos services. Voilà. Alors, juste pour faire vite le neurobiofeedback, donc il y a un laboratoire
qui était avant à l'INT à Marseille, qui est toujours à Marseille, mais dans un autre labo CNRS, qui du coup s'est formé à ces techniques de neurobiofeedback, et notamment pour lancer des études dans le TSPT. C'est Stéphanie Calfa. Par ailleurs, en fait, il y a tout un champ d'études et un groupe de réflexion sur quelles sont les ondes pertinentes pour aller faire quoi, et avec quel neurobiofeedback, et avec quel type de renforcement. Donc on est dans une autre approche qui va être plus centrée sur les dimensions, et avec derrière aussi une singularité des approches, peut-être, et qui est basée sur une compréhension de mécanismes. Et donc là, Urgotech a par exemple mis beaucoup d'argent pour essayer, non pas pour l'instant de développer un outil, mais déjà de comprendre les mécanismes. Est-ce qu'on pourrait faire un EEG copé, comme on fait une pharmacopée? Et est-ce que derrière, en fait, en fonction, par exemple dans l'AVC, on sait qu'il y a l'onde mu, que si pour laquelle un renforcement par neurobiofeedback permet de récupérer d'un point de vue moteur, ben c'est pareil dans le TSPT. Quelles sont les ondes, ou quelles sont les ondes dans tel réseau qui sont pertinentes? Est-ce qu'on relaxe par de l'alpha et après on fait autre chose pour renforcer les cognitions ou les émotions positives? En fait, il faut aller sur les mécanismes si on veut développer un neurobiofeedback singularisé. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce qui a été développé ne marche pas. Ça veut dire qu'en fait, on se base sur un existant pour lequel on essaie de remettre dans une norme qu'on ne comprend pas bien des gens, mais ça marche. Mais intellectuellement, on aime bien comprendre quand même, quoi. Pour répondre à votre question sur effectivement donc le Centre national de ressources et résilience, donc a été attribué donc à Lille et Paris Nord. Le CHU de Nice a obtenu le centre de coordination régionale PACA Corse en collaboration avec l'hôpital Lanval, la métropole Nice-Côte d'Azur et l'université Côte d'Azur et la PHM. Et pourquoi on en parle? Parce que vous voyez, il y a une diversité de recherches, d'accord, dans des champs différents, très riches, qui doivent se compléter. Il y a une réelle nécessité de collaboration au niveau clinique pour repérer les personnes et les aider à être prises en charge dans des bonnes conditions. Et l'objet donc de ces centres de coordination, c'est de mettre en commun le maximum d'acteurs à la fois de recherche, de clinique et de formation autour de la table pour améliorer bien évidemment la prise en charge et le progrès de la science dans ce domaine. Alors, on n'a qu'une dernière question. Après, de toute façon, vous pourrez parler avec les conférenciers, mais on est obligé de respecter un certain timing pour des raisons multiples, dont des raisons de sécurité. Donc, une dernière question. Oui, voilà. Moi, j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu que le docteur Natalia Caicedo nous parle de la sophrologie et la science. Parce que là, nous avons affaire à des grands scientifiques, on nous parle toujours de preuves scientifiques. Et moi, j'aimerais que Natalia, elle nous explique un peu plus. Voilà, sophrologie et science. C'est une bonne question. D'un côté, on est en train de parler de l'interrelation entre les différentes formes de recherche. Et on avait dit, quand on avait défini la sophrologie, que c'est une science de la conscience. Et là, justement, ça fait quelques mois, on a publié un livre sur science et sophrologie, et pour démontrer que la sophrologie, c'est une science. Parce que d'un côté, il y a les sciences qui sont plutôt formelles et qui ont à voir avec les mathématiques, la physique, mais il y a les sciences qui sont factuelles, qui ont à voir avec l'être humain. Donc la sophrologie est considérée une science parce que c'est une science factuelle qui a à voir avec le travail sur l'être humain. Donc il y a des recherches, il y a différentes formes de méthodologie. Il y a la méthodologie phénoménologique qui a été un petit peu celle qui a caractérisé la sophrologie, mais il y a aussi la méthodologie des sciences, donc de la psychiatrie qu'on est en train de développer aussi avec l'Université autonome de Barcelone. Donc on est en train de faire aussi des recherches et je voudrais bien qu'on puisse faire des études croisées dans les différents domaines, soit ici en France comme en Espagne, à Barcelone, et avec le travail centrique de recherche, parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est sur le stress et sur les personnes qui ont un taux haut d'anxiété, avec des tests qui sont tout à fait validés, comme les tests psychométriques, Hospital Anxiety Disorder, ou sinon les tests qui sont très connus, les STAI. Et nous avons vu avec des populations qui ont un très haut niveau d'anxiété comment
Et le travail avec les techniques de sophrologie donc 3 fois par semaine pendant 8 semaines a été très positif avec des résultats statistiquement significatifs. Donc je crois que là, entre les tests psychométriques, l'analyse de sang et l'analyse par rapport aux les personnes qui sont beaucoup plus susceptibles d'avoir donc stress ou justement les personnes qui ont déjà le stress, les traitements avec des techniques comme celle de la sophrologie que vous avez déjà vu. Et nous sommes déjà, je crois, d'unir nos forces et de voir comment, d'un côté, donc les négatifs existent, mais de l'autre côté, donc la partie proactive que chacun de nous peut faire comme thérapeute ou médecin qui traite ces sortes de troubles positifs. Donc là, il y a un domaine énorme de travail ensemble. Juste, c'est pas pour prendre la parole, mais pour compléter, en fait, dans effectivement les données scientifiques, on est toujours dans l'évidence-based medicine où on contrôle tous les biais, mais dans l'évidence-based medicine, les premiers qui ont décrit la rigueur scientifique pour démontrer quelque chose, on avait 2 autres éléments qu'ils avaient rajoutés. D'abord, l'expertise clinique de celui qui pratiquait la technique, mais aussi l'évidence-based values qui disait, mais finalement, il faut aussi travailler sur la concordance et la construction d'une concordance entre les valeurs du médecin avec les techniques qu'il connaît et de ce que la technique apporte comme valeur pour le patient et qu'il en discute. Et c'est en fait aussi une approche qui peut-être serait complémentaire pour apporter des choses sur quoi ça marche, mais si ça marche sur les valeurs, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ou en tout cas, est-ce que c'est pas un moyen d'entrer dans le soin aussi, parce que derrière on parle des valeurs, on amène la personne peut-être à être plus acteur de son soin. Et en fait, il y a ces 3 dimensions. Quand on a décrit l'évidence-based medicine, en fait, il n'y avait pas que la médecine sur les preuves, il y avait ces 2 autres éléments qui sont complètement passés aux oubliettes. Merci. Donc on va interrompre cette matinée pendant 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Vous allez déjeuner et aller à vos ateliers. Et je vous remercie d'applaudir très fort nos conférenciers qui ont été exceptionnels ce matin. Merci. Avant que vous quittiez la salle, juste pour les côtés logistiques,